Je présente notre première intervenante, Anaëlle Vessier, que j'ai la chance de co-diriger en thèse avec Julie Ramos à l'Université de Strasbourg, et qui a donc fait ses études, venez, installez-vous, je pense que c'est le plus simple, ça va nous gagner du temps, qui a fait ses études à la fois à Sciences Po Paris, à l'ENS de la rue d'Ulm, et à l'Université Paris-Nanterre, d'où je viens, et donc qui travaille de manière très transversale, très ambitieuse aussi, sur la place des femmes, tout simplement, face aux arts décoratifs, à la notion d'art décoratif, aussi bien qu'à la pratique des arts décoratifs dans la France de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et Anaëlle va nous parler plus spécifiquement d'un des thèmes, nombreux par ailleurs, qui vont réapparaître après dans sa thèse, celui d'un métier, d'une pratique aussi bien, d'une forme de création, qui est celle des dessinateurs sur étoffe. Anaëlle, ou dessinatrice sur étoffe. Anaëlle, c'est à vous. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisatrices de ces journées qui me permettent de parler aujourd'hui devant vous des dessinatrices sur étoffe, des créatrices de motifs. Créatrices de motifs qui sont abordées dans un article publié par Ernest Vinet qui s'intitule « De l'enseignement du dessin pour les femmes de la classe ouvrière » dans le journal des débats du 9 juillet 1863. Dans cet article, celui qui est alors bibliothécaire de l'École des Beaux-Arts de Paris insiste sur la nécessité d'ouvrir aux femmes des classes laborieuses, je le cite, de nouvelles voies pour le travail et de leur fournir les moyens de lutter contre la misère et ses pernicieuses suggestions. Or, parmi les moyens possibles pour améliorer la condition de vie de ces femmes, il en met un particulièrement en exergue, l'étude du dessin. Ainsi, il écrit « Pourquoi, dit M. le comte de Laborde dans son rapport à la Commission française du jury international, dans ce livre de 1000 pages où l'auteur touche avec tant d'imagination et de verve aux choses de l'art et de l'industrie, et en homme qui a le sentiment de l'avenir, pourquoi les femmes lutteraient-elles seulement avec l'aiguille et le fuseau ? Pourquoi, dit à son tour M. Baudrillard, le dessin pour étoffe n'est-il pas une carrière plus fréquentée par les femmes ? N'est-ce pas à elles que revient par droit de nature et par droit de conquête la tâche délicate et charmante d'idéaliser l'utile par le goût ? Il est évident que les applications du dessin aux arts industriels, applications si nombreuses et si variées, offrent aux femmes vouées au travail une mine des plus riches à exploiter. L'avenir, qui n'est aujourd'hui qu'une menace pour l'ouvrière, renfermera des chances favorables lorsqu'elle saura manier le crayon. Mais pourquoi donc le dessin pour étoffe n'est-il pas une carrière plus fréquentée par les femmes en cette seconde moitié du XIXe siècle, alors qu'à cette époque, la main-d'œuvre employée par les industries textiles est majoritairement féminine. Le développement de l'enseignement du dessin, que Laborde et Vinet appellent de leur vœu, a-t-il fait évoluer cette situation et quels sont les parcours et le profil de celles qui réussissent à dessiner des motifs pour l'industrie textile ? Ces questions guideront ma présentation en sachant que je vais d'abord aborder les difficultés auxquelles ces femmes ont pu être confrontées lorsqu'elles ont cherché à devenir dessinatrices sur motifs avant d'explorer des trajectoires, des parcours singuliers de celles qui ont réussi à nouer des collaborations avec l'industrie textile comme Gabrielle Rowe, Suzanne Laly-Cavilland, Paul Marot ou encore Élise Dieu-Bourgeois. J'ai fait le choix de me concentrer sur ces parcours singuliers dans la mesure où, on le verra, la profession de dessinatrice sur étoffe n'est pas aisée à cerner. Le dessinateur sur étoffe, appelé aussi dessinateur de fabrique ou dessinateur industriel, qui a notamment été étudié par Jean-François Luneau, est en fait une figure assez peu visible dans les sources. Et le statut de celui ou celle qui dessine des motifs pour l'industrie textile peut beaucoup varier. Il peut s'agir d'artistes indépendants, il peut aussi s'agir de dessinateurs salariés ou payés à la pièce, de dessinateurs spécialisés dans un type d'étoffe, d'ameublement ou de mode, ou encore d'artistes, les fabricants notamment à partir de la fin du XIXe siècle étant aussi de plus en plus désireux de nouer des partenariats avec des artistes qui vont mettre leur talent au service du textile. J'espère donc que les parcours singuliers que j'ai sélectionnés rendront compte aussi de cette complexité. Alors, pourquoi le dessin pour étoffe n'est-il pas une carrière plus fréquentée par les femmes ? Vinet ne fait pas qu'emprunter cette question à Baudrillard, il y répond. Et bien qu'il insiste beaucoup sur le fait que lui considère que la profession de dessinatrice sur étoffe est naturellement faite aux femmes, il n'empêche qu'il évoque les préjugés qui empêchent les femmes d'intégrer cette position. Des préjugés qui sont assez bien résumés par un extrait de L'Ouvrière, un ouvrage publié par Jules Simon en 1861, dans lequel celui-ci écrit
Je le cite, « On a voulu, il y a quelques années, ouvrir aux femmes la carrière de dessinateur pour étoffes. Ce sont les femmes qui portent les belles étoffes, les broderies, elles en sont certes les meilleures juges. Il paraissait bien naturel de les charger d'en diriger l'ornementation. » C'était une idée commercialement juste et qui n'était fausse qu'au point de vue psychologique. Les femmes n'ont pas d'imagination, ou du moins, elles n'ont que cette sorte d'imagination qui rappelle et représente vivement les objets que l'on a perçus. Elles ne créent pas, mais elles reproduisent à merveille. Ce sont des copistes de premier ordre. Alors, ce discours assez répandu veut donc que les femmes soient incapables de création et qu'elles ne soient qualifiées que pour des positions en rapport avec la copie ou l'exécution, la production. Ces préjugés, on les retrouve aussi, notamment par exemple dans les cahiers d'Étienne Benoît, 1761-1771, livre de raison d'un dessinateur de la fabrique lyonnaise, qui est un ouvrage prétendument autobiographique, mais en réalité écrit par Émile Leroudier, dessinateur de soieries lyonnais né en 1870 et décédé en 1937, dans lequel Leroudier fait dire à son dessinateur que la profession est, je cite, un métier qui demande trop d'attention, de réflexion et de raisonnement pour convenir aux femmes. Réflexion qui paraît assez étonnante sous la plume de Leroudier, dans la mesure où celui-ci a soutenu la réforme de la classe de la fleur à l'École des Beaux-Arts de Lyon en 1918, classe de la fleur qui était destinée justement à l'enseignement du dessin des soieries et très largement fréquentée par les jeunes filles. Ces préjugés, qui sont donc en partie contestés, n'empêchent pas le développement de formations visant à préparer les femmes à entrer justement dans ce type de profession. Notamment sous la Troisième République, l'administration des Beaux-Arts cherche à multiplier les cours de dessin et d'art décoratif destinés aux filles qu'elle institue dans les écoles communales, et par ailleurs, à ces cours qui les préparent, qui leur donnent les bases du dessin, s'ajoutent aussi des formations plus spécifiques qui se développent à cette époque-là, comme l'école municipale de dessin et d'art appliqué à l'industrie de la ville de Paris, qui vise à préparer les femmes à occuper des positions dans les industries d'art, et notamment celle de dessinatrice sur étoffe. Et donc, une fois formées, ces femmes avaient aussi, on peut le penser, étaient d'autant plus susceptibles d'être engagées par les fabricants que, et c'était d'ailleurs un des arguments de Vinet pour les convaincre, le talent des femmes est moins onéreux que celui des hommes. Or, cette question de l'écart entre les salaires féminins et masculins est au cœur d'une affaire, l'affaire Gattiker, qui, on va le voir, est une affaire aussi assez représentative en fait, des barrières qui peuvent se dresser face aux femmes qui veulent intégrer la position de dessinatrice sur étoffe. Cette affaire, elle a lieu en 1897 et elle doit son nom à Robert Gattiker, qui à cette époque-là est à la tête d'un cabinet de dessinateurs industriels, qui est membre de l'Union centrale des arts décoratifs et proche de son comité des dames, dont il souhaite soutenir l'action. Pour ce faire, il décide d'engager en 1897 7 jeunes filles sorties des écoles d'art décoratifs de la ville de Paris en tant qu'apprenties. Mais cette décision n'est pas du tout du goût de ces dessinateurs, pas plus que de celui de la Chambre syndicale des dessinateurs, chambre syndicale qui essaye de faire pression sur Gattiker pour que non seulement il renvoie les jeunes filles qu'il avait prises en apprentissage, mais pour qu'en plus, il s'engage à ne plus jamais accepter aucun dessin que pourrait lui proposer une femme. Il semblerait que la Chambre ait vu dans cette affaire je cite un article publié dans la Revue des Arts Décoratifs, machiavélique dessein d'attirer dans leur profession des femmes devant être rémunérées à un taux inférieur, ce qui amènerait tôt ou tard un abaissement du salaire des hommes. Alors Gattiker se défend dans la presse de ces accusations en expliquant qu'il engagera à l'issue de leur apprentissage ces jeunes filles avec un salaire qui sera équivalent à celui des hommes et qu'il n'a pas du tout l'intention de faire baisser le prix de la main-d'œuvre. Et on remarque en fait qu'en réalité l'affaire ne fait pas long feu, les dessinateurs de Gattiker n'ayant jamais cessé le travail et Gattiker ayant refusé de céder aux pressions de la chambre syndicale. Néanmoins, elle est assez abondamment relayée dans la presse, qui est globalement hostile aux prétentions de la chambre syndicale. Un journaliste écrit, par exemple, il parle de la prétention quelque peu extraordinaire des dessinateurs mâles d'exclure les dessinateurs de sexe féminin des ateliers industriels où le talent de celle-ci peut trouver à s'exercer. Alors, en réalité, l'affaire Gattiker est contemporaine d'autres affaires du même type qui mettent par exemple en scène les syndicats des typographes qui s'opposent dès les années 1840 à l'entrée des femmes dans les ateliers de composition. Et en 1897, par exemple, la Ligue française du livre refuse d'accepter dans ses rangs les compositrices de La Fronde, le journal de Marguerite Durand. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Ligue française pour le droit des femmes a essayé en fait, d'encourager les apprentis de Gattiker à former leur propre syndicat pour contrer celui des hommes, sans grand succès.
Donc l'affaire Gattiker, elle est révélatrice aussi des tensions qui existent à cette époque entre les syndicats, les revendications féminines et féministes. Elle est aussi assez intéressante parce qu'elle pose la question de l'écart entre un discours qui finalement encourage les femmes à rentrer dans des formations qui se développent à cette époque-là et qui visent à les orienter vers des professions dans les industries d'art, dont de l'autre côté, on leur barre l'accès. Et c'est d'ailleurs un problème qui est souligné par un journaliste du siècle qui, s'adressant à un ancien conseiller municipal de la ville de Paris qui soutient justement la chambre syndicale des dessinateurs, lui fait remarquer. Quand vous étiez conseiller municipal, je suppose que vous n'avez jamais demandé que la ville interdit le dessin dans les écoles primaires. Vous avez même voté des crédits pour permettre aux jeunes filles, une fois sorties des écoles primaires, de continuer leur éducation dans les cours municipaux. Eh bien, une fois que le conseil municipal a encouragé des jeunes filles à apprendre à dessiner, admettez-vous que des syndicats d'électeurs viennent déclarer que le dessin qu'auront appris les jeunes filles ne pourra jamais leur servir à gagner un salaire ? Et en fait, nombreux sont les journalistes qui considèrent que la réaction de la chambre syndicale est, je cite l'un d'entre eux, en désaccord avec le mouvement moderne qui tend à l'affranchissement de la femme et au développement de ses aptitudes professionnelles. C'est pourquoi ils voient aussi dans la conclusion de l'affaire une forme de victoire féminine. L'un clôt par exemple son article sur ces mots « Les femmes ont donc triomphé. Elles auront dans le dessin industriel le droit de gagner leur vie comme les hommes ». Alors, on ignore, faute de source, si ça a été un véritable triomphe pour les jeunes apprentis de Gattiker, dont on ne sait si elles ont finalement été engagées à l'issue de leur apprentissage. Toujours est-il qu'on constate effectivement que le nombre de femmes qui proposent des dessins pour l'industrie textile à partir de la fin du XIXe siècle semble effectivement augmenter, même si elles restent moins nombreuses que les hommes. La plupart de celles que je vais évoquer sont des artistes qui continuent à travailler de manière indépendante, ce qui est sans doute aussi lié au fait, et Jérémy Serment l'a notamment montré dans le catalogue de l'exposition Motifs d'artistes, une histoire du design dans l'industrie textile depuis le XVIIIe siècle, qui s'est tenue au musée de la toile de Jouy en 2023 et dont le commissariat était assuré par Aziza Grill-Mariotte. Il a montré effectivement que les fabricants avaient aussi, que les artistes inspirés par le modèle Art Craft souhaitait en fait aussi renouveler le style des tissus pour aller vers un style moderne qui ne soit plus historiciste et que pour cela, ils cherchaient à s'approcher de fabricants qui étaient parfois un peu frileux. Mais certains, pour renouveler leur offre, ont aussi décidé de se rapprocher des artistes et de faire appel à des artistes. Or, parmi les maisons qui ont sollicité les talents d'artistes pour créer des motifs pour eux, on a notamment la maison Cornille Frères, qui était une fabrique de soieries et velours pour ameublement fondée à Paris en 1875, qui s'est attachée les talents de Gabrielle Raux, dont vous avez des œuvres ici. Gabrielle Raux, qui est une ancienne élève de l'école des arts décoratifs, qui est surtout connue en fait pour avoir collaboré avec la manufacture de Sèvres en tant que décoratrice extérieure entre 1896 et 1915 et qui a produit entre 1898 et 1902 au moins 4 dessins pour la maison Cornille Frères, de velours dans cette portière en velours de Gênes conservée aujourd'hui au musée des arts décoratifs, ainsi que 2 lampas, dont celui que vous avez à l'écran. Et la raison pour laquelle Gabrielle Raux a sans doute collaboré avec Cornille Frères, c'est parce qu'elle était déjà engagée auprès de la manufacture de Sèvres. Parce qu'à cette époque-là, en fait, à la fin du XIXe siècle, Cornille Frères a fait appel à plusieurs décorateurs de cet établissement, dont Alexandre Sandier, qui était directeur des travaux d'art. Et cette collaboration, elle est assez bien reçue par la critique. On trouve encore des mentions des tissus de Gabrielle Raux jusque dans les années 1920. Une autre artiste qui, à cette époque, a créé des motifs textiles qui sont assez bien reçus également par la critique, c'est Constance Lloyd. Constance Lloyd, une artiste sur laquelle on a peu d'informations, une artiste britannique qui est parfois considérée comme l'une des premières ensemblières, à laquelle André Groux commandera plusieurs dessins de tissus exécutés dans les années 1910. Autre artiste qui commence à s'intéresser au textile dans les années 1910, Suzanne Lalique Haviland, donc qui est la fille de René Lalique, qui, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique, a travaillé dès 1909 pour son père, en sachant qu'elle est née en 1892. Elle a également collaboré avec des manufactures de porcelaine, dont celle de Sèvres et la manufacture Théodore Haviland. Et au milieu de toutes ces nombreuses activités, on trouve notamment le textile.
textile qu'elle commence à pratiquer dès les années 1910. Il y a une première exposition en 1912 qui mentionne des projets de textile et qu'elle pratiquera de manière assez continue, même si en réalité on a assez peu en fait, de tissus d'elle qui ont été véritablement édités. Ces projets sont souvent restés à l'état de projet. Parmi les réalisations, on a notamment le brocart que vous avez ici, qui a été édité par la manufacture Tassinari et Châtel. Elle a aussi créé un lampa qui a été édité par la maison Prel pour le salon de conversation du Paris, dont vous avez une photo ici. Pour ce salon, elle a également conçu la moquette avec des motifs de crabe. Et c'est un projet sur lequel elle a travaillé avec son père. Elle collabore de nouveau avec lui dans les années 1920 à la décoration de ce train. Et elle a notamment créé pour les cabines le velours gaufré qui recouvre les fauteuils ainsi que la moquette avec son motif de rail. Et de manière générale, la plupart des projets de Suzanne Lalique qui ont été édités l'ont été édités pour intégrer des ensembles de ce type. Donc un premier constat s'impose, si on regarde les carrière de Raux, de Lalique à Wieland ou de Constance Lloyd, c'est qu'elles ne se spécialisent pas dans le textile. Ce sont des artistes qui restent extrêmement polyvalentes et c'est une caractéristique qu'elles partagent aussi avec les dessinatrices, les créatrices qui travaillent à cette époque pour les ateliers des grands magasins. Ateliers de production des grands magasins qui jouent un rôle non négligeable dans la diffusion d'un style textile moderne. Et les créatrices qui travaillent pour ces ateliers restent polyvalentes, même si on constate déjà qu'il y a une forme de spécialisation, bon gré mal gré d'ailleurs, dans le textile. Alors j'ai choisi de vous parler de l'exemple de celle qui travaille pour Primavera, atelier créé en 1912 par René Guigret et son épouse Charlotte Chauchet-Guigret au sein du magasin Le Printemps. Parce que les deux ateliers, donc il y a un atelier, c'est bien des ateliers parce que d'un côté on a l'atelier des hommes et de l'autre celui des femmes, et les domaines de compétences de ces deux ateliers sont clairement distincts. Or, parmi les missions qui sont données aux femmes, on a celle de renouveler l'offre textile des magasins Le Printemps. Une tâche à laquelle vont s'atteler un certain nombre de créatrices, dont Charlotte Chauchet-Guigret, on a aussi Colette Guéden, Paul Petitjean et Suzanne Fontan. Et le fait qu'elles se voient confier quasiment exclusivement aussi cette mission montre bien que les capacités créatrices des femmes en matière de textile ne sont plus remises en cause comme elles pouvaient l'être à l'époque de Jules Simon. Néanmoins, le cas de Primavera est aussi intéressant parce qu'à côté de ces créatrices de modèles, on a des dessinatrices industrielles qui ont été étudiées notamment par Alain René Hardy, qui sont chargées en fait d'adapter aux exigences de l'industrie les modèles qui sont créés par les créatrices. Et il existe une véritable hiérarchie en fait entre ces deux figures, d'un côté des créatrices et de l'autre des petites mains, entre guillemets, dont la tâche est considérée comme uniquement technique et qui n'ont jamais l'occasion d'exposer leur création en nom propre. Alors que les créatrices, comme Chauchet-Guigret, comme Guéden, etc., voient leur nom mentionné au moment des expositions et dans les catalogues commerciaux. En sachant quand même que, même si effectivement leurs noms sont mentionnés, ils s'effacent assez régulièrement derrière celui du magasin, derrière celui des ateliers. C'est la marque qui prime finalement sur le nom de la créatrice. Et c'est probablement en partie aussi pour échapper à cet anonymat que certaines créatrices des années de l'entre-deux-guerres notamment vont choisir d'éditer elles-mêmes leurs tissus. Alors parmi les créatrices qui choisissent d'éditer elles-mêmes leurs tissus, on a l'exemple très connu de Sonia Delaunay qui ouvre en 1924 un atelier dans son appartement et qui inaugure en mars 1925 sa propre enseigne pour pouvoir proposer à la vente les articles fabriqués dans son atelier. On a aussi l'exemple de Paul Marot, qui est de 20 ans la cadette de Sonia Delaunay, qui est une ancienne élève de l'École nationale des arts décoratifs, qui a commencé alors qu'elle n'avait que 17 ans à imprimer ses premières étoffes. Paul Marot qui remporte un succès assez précoce puisqu'elle est récompensée d'une médaille d'or à l'exposition de 1925 pour ses étoffes imprimées et qui, grâce à une bourse qu'elle obtient en 1928, peut louer une petite boutique atelier dans le quartier des Batignolles dans laquelle elle imprime sur linoléum des tissus dont elle conçoit elle-même le décor.
Mais ce qui est intéressant dans le cas de Paule Marot, c'est qu'après avoir édité en fait, ces tissus pendant toutes les années 20, elle choisit dans les années 1930 de se rapprocher en fait, d'un industriel basé à Ribeauvillé auquel elle confie une partie de l'édition de ces tissus. Et finalement, après la Seconde Guerre mondiale, elle déléguera complètement la fabrication de ces tissus à un autre industriel. Or, ce parcours qui voit une femme d'abord choisir l'édition, d'éditer elle-même ses tissus et finalement d'en confier la fabrication à des industriels est assez représentatif, si l'on en croit Christine Boydell, qui a étudié en fait, les designers textiles britanniques des années 1930, du parcours de cette génération. C'est-à-dire que ce sont des femmes, selon Boydell, qui ont été obligées au début de leur carrière d'ouvrir leur propre firme pour avoir un accès direct au marché et pour gagner en visibilité, et qui, une fois gagnées en visibilité, ont décidé de transférer, je la cite, leurs compétences de la production artisanale vers la conception en tant que travailleuses indépendantes, un état qui leur aurait laissé plus de liberté. On notera quand même que certaines artistes font le choix dès le départ de collaborer avec des fabricants, soit de manière très épisodique, hein, comme dans le cas d'Yvonne Clarinval, qui a collaboré avec la manufacture Tassinari et Châtel en 1925, soit de façon beaucoup plus fréquente dans le cas de, par exemple, Élise Dzo-Bourgeois, l'épouse et la collaboratrice de l'architecte Dzo Bourgeois, qui semble avoir confié la création de ses premiers textiles et notamment de ses premiers tissus à Jean Lauwer, avant de collaborer avec la firme hollandaise Metz & Co à partir de la fin de l'année 1928. Or, cette collaboration avec la firme Metz & Co, elle est intéressante à deux égards. Déjà parce qu'en fait, la firme Metz & Co va fusionner la signature d'Élise Dzo-Bourgeois et de celle de son mari, alors que Jean Lauwer précisait bien que les pièces étaient d'Élise Dzo-Bourgeois, la signature était Dzo-Bourgeois, justement pour distinguer en fait les productions des deux artistes. Mais cette collaboration, elle est aussi intéressante parce que c'est à ce moment-là, en fait, que Élise Dzo-Bourgeois s'attaque pour la première fois à la création d'étoffes tissées, alors qu'elle avait privilégié jusque-là des toiles imprimées. Or, si l'on se réfère encore une fois à Christine Boydell, c'est un fait assez inhabituel, parce que Boydell, en fait, a montré que dans le cas des designers textiles britanniques, elles avaient beaucoup plus de débouchés, en fait, pour tout ce qui était impression sur étoffe, parce que, et en particulier, en fait, quand les motifs qu'elles dessinaient étaient destinés à être imprimés à l'aide de blocs ou... et pas au rouleau, parce qu'en fait, la technique d'impression au rouleau est une technique dont les coûts de production sont plus élevés, ce qui veut dire qu'il faut produire plus et vendre plus pour rentrer, en fait, que le fabricant doit produire plus pour rentrer dans ses frais, et donc les fabricants auraient eu tendance à faire appel à des designers plus établis, et donc souvent à des hommes. Par ailleurs, Boydell remarque que l'industrie préférait faire appel à des dessinateurs internes à l'entreprise plutôt qu'à des dessinateurs indépendants pour tout ce qui était tissu façonné, qui supposément nécessitait une plus grande maîtrise technique puisque le motif n'est pas appliqué a posteriori sur le tissu, mais fait partie de sa fabrication même. Or, les femmes qui restaient indépendantes auraient moins eu accès, auraient moins produit pour ce type de textile que les hommes qui étaient plus susceptibles d'être engagés par des firmes. Les artistes que je viens d'évoquer rentrent en partie dans cette grille de lecture. On constate que la plupart, effectivement, sont restées indépendantes, qu'elles ont parfois créé leur propre firme, mais qu'elles n'ont quasiment jamais intégré de façon pérenne des manufactures ou d'autres entreprises, à l'exception peut-être de celles qui y auraient eu des liens familiaux. Par ailleurs, c'est vrai qu'on constate que la plupart se sont effectivement spécialisés dans les tissus imprimés, comme Paule Marot, sans que ce soit nécessairement aussi systématique que dans le cas britannique. On a vu par exemple que Gabrielle Rowe avait créé des façonnés. Un autre exemple d'une artiste qui ne rentre pas dans cette grille de lecture, c'est Hélène Henry. Hélène Henry qui a aussi travaillé à la création d'étoffes tissées, à la différence près que Hélène Henry tissait elle-même ses propres textiles. Donc Hélène Henry, qui est une autodidacte, qui a appris à utiliser une machine à tisser toute seule, a cette particularité de dessiner, de peindre et de tisser en même temps, ce qui lui a permis notamment d'expérimenter aussi un certain nombre de nouvelles techniques. Elle fait partie des premières en France à utiliser des fibres artificielles, par exemple, et la modernité de ces tissus est très souvent soulignée par la critique.
Je voudrais conclure en citant le critique René Chavance, notamment, qui considère en 1936 que c'est dans l'atelier d'Hélène Henry qu'est né, je le cite, le tissu d'ameublement moderne, une des réalisations les plus complètes et les plus séduisantes de l'art décoratif contemporain. Et en parlant des nombreuses émules d'Henry, il écrit « Au surplus, dans la foule de ses suiveurs, elle se distingue sans peine, elle reste nettement elle-même, et son fertile esprit d'invention, toujours en éveil, ne cesse de susciter des trouvailles où se développe sa personnalité. » Et on voit que René Chavance affirme donc 75 ans après l'ouvrière de Jules Simon les capacités créatrices des femmes dans le domaine du textile et la profession de dessinatrice sur étoffe ne paraît donc plus aussi peu fréquentée par les femmes qu'elle pouvait l'être dans les années 1860. Voilà, merci beaucoup.